Allô, allô. Allô. Et oui, très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs dans le cadre de cette tranche grande analyse. Une émission d'actualité. Nous allons épiloguer sur les sujets chauds, les sujets d'actualité. Mon meilleur vœu à vous, très chers téléspectateurs. Donc, l'actualité reste dominée par les festivités de fin d'année qui venaient de se terminer. Les discours de Martin Fayoulou, les infrastructures à Kinshasa qui posent énormément de problèmes. Le chef de l'État séjourné dans les Kasaï centrales, donc avec le projet Kalambambouji et ses enjeux, le remaniement du gouvernement qui se profile à l'horizon, la révision de la Constitution, le changement de la Constitution, donc la grâce présidentielle accordée aux prisonniers, mais également la corruption. Voilà autant de sujets donc, sur lesquels nous allons débattre avec mon invité qui est déjà sur ce plateau. Lui, c'est Alain Moukouna. Bonjour et bienvenue dans Grande Analyse. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et nerveux. Merci beaucoup. J'en profite pour vous présenter mes vœux les meilleurs. Merci beaucoup. À tout le personnel de la chaîne. Merci beaucoup. Et à tous les Congolais qui sont en train de nous suivre, en commençant bien évidemment par le président de la République, le garant de la nation, ainsi que tous les responsables des grandes institutions qui travaillent pour le salut du peuple congolais. Et je vais terminer par vous parler des grandes analyses. Oui. J'ai vu que la devise de la chaîne, c'est « Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre ». Donc ça peut faire déjà l'objet des grandes analyses. Tout à fait. Et ça ressemble un peu au peuple d'abord. D'accord. C'est dans votre langage le peuple d'abord. Tout à fait. C'est ça même la vision du propriétaire, le promoteur de cette chaîne. Donc, il nous a mis dans les conditions les meilleures, vous voyez. Donc, il n'a pas voulu s'accaparer les peu qu'il a et peut les partager aussi avec les autres. Il n'a pas peur, je pense qu'il a beaucoup. Parce que dans la vie, je n'ai pas coutume de minimiser un peu ce qu'on a à sa disposition. Même si c'est 100 francs, on peut partir de 100 francs et devenir millionnaire. Donc, ce qui est à votre disposition, il faut apprendre à le valoriser. Et c'est ça qui vous permet d'aller de l'avant. Mais si vous minimisez, méprisez déjà ce que vous l'avez, c'est compliqué. La Bible dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Voilà ce que je peux Très bien, Alain Moukouna. Je rappelle que vous êtes des cadres de l'IDPS. Donc, vous êtes dans les groupes des élites de cette formation politique. Quelle est la santé du parti? La santé du parti est très bonne. En tout cas, c'est tout ce que je peux dire. Le corps de l'élite scientifique de l'UDPS auquel j'appartiens, sa santé est bonne. Ça fait longtemps, vous n'écoutez pas d'activité. Le sommet ou quoi? Le parti mène des activités régulièrement. Dernièrement, il y a eu les états généraux des fédérations. Ça s'est clôturé dernièrement. En dehors de ça, le corps de l'élite scientifique se réunit chaque jeudi avec des matières spécifiques. Nous appelons l'un d'entre nous, les hauts cadres, les scientifiques à venir nous entretenir sur plusieurs matières, plusieurs sujets. Donc les activités se déroulent normalement et ce n'est pas tous les jours que nous sommes dans les médias, la télévision, mais nous sommes en pleine activité. Parlant par exemple de la Constitution, nous sommes déjà en train de réfléchir là-dessus pour le futur. Nous n'avons pas attendu. Donc, le corps de l'élite scientifique qui est coordonné par le coordonnateur Dona Soft Moukouna est en pleine activité. Qui est votre nom aussi? Qui est au monde, c'est une coïncidence. Une coïncidence parce que chez nous, Moukouna veut dire simplement la montagne. Et là, nous sommes vraiment perchés sur la haute montagne. Et là, on fait des montagnes. Vous comprenez bien. D'accord. Entrons dans le vif du sujet de cette émission. Donc, c'est le tout premier numéro de cette année 2025.
Donc, les Congolais venaient déjà de terminer donc, leur fête de fin d'année, la Noël, la bonne année. Comment vous avez vécu ce moment pathétique de fin d'année? Vous me faites honneur d'être votre premier invité de l'année 2025 et je crois que c'est un privilège, je vous en remercie vivement. Merci beaucoup. S'agissant des festivités de fin d'année, début d'année, moi je pense que chacun a fêté à sa manière, selon les moyens qui étaient à sa disposition. Ce jour-là, je me suis permis de faire un peu la ronde à Kinshasa. J'ai vu qu'il y avait des quartiers où il y avait de l'ambiance, de la bonne ambiance, si on peut le dire ainsi. Il y avait d'autres quartiers, on sentait un peu pas beaucoup d'activités. Peut-être que les gens n'ont pas eu suffisamment de moyens. Donc à cela ne tienne. Pour fêter, on n'a pas besoin d'avoir de gros moyens. Avec le peu qu'on a, avec un esprit positif, je crois qu'il y a lieu d'y aller. Si ça n'a pas été possible le 1er janvier, ce sera peut-être le 15, le 17, ça dépend. Donc chaque jour peut nous offrir une opportunité de festoyer. Alain Moukouna, moi je suis journaliste, j'ai fait la ronde de la ville, province de Kinshasa. J'ai vu beaucoup de structures qui distribuaient les vivres. J'ai vu la bousculade autour des vivres, ce que le peuple a faim. Non, c'est pas que le peuple a faim, simplement parce qu'on ne va pas prendre ça comme modèle. Je crois qu'une année, c'est quand même 365 jours. Des festivités, la distribution de vivres, c'est peut-être 1 ou 2 jours. Ce qu'on a déploré, c'est la manière de s'organiser. Moi, je suis plutôt partisan de ce que on puisse remettre de l'argent peut-être à chaque responsable, à chaque travailleur, et que lui-même s'achète ce que bon lui semble. C'est peut-être la meilleure solution. Moi, je pense que ça évite ces attroupements, ce désordre qui est en train de se présenter à la vue, à la face du monde. Parce que je vois que le Congolais a droit à la dignité même dans la distribution des vivres de fin d'année, comme on a coutume de le faire ici chez nous. Ça ne se passe pas de la même manière sur tous les cieux. Et même ici au Congo, dans d'autres entreprises, on remet une enveloppe à chaque responsable, quitte à lui de s'arranger selon son régime alimentaire, selon ce que lui peut utiliser. Donc là, il y a quand même beaucoup à faire. Je crois qu'il faut améliorer ce système-là, peut-être même l'abolir pour remettre simplement de l'argent. Je crois que c'est la meilleure proposition, parce qu'avec les dernières pluies, à Lemoukouna, donc les embouteillages, donc le trafic était très difficile. Donc quand vous donnez un carton de poulet, un sac de riz, comment vous allez transporter et vous allez prendre quelle voie pour arriver à la maison? Et peut-être même si vous avez des poulets, où est-ce qu'il faut les conserver? Voilà. C'est peut-être des problèmes qu'on connaît, mais des efforts sont considérables. Mais il faut aussi décourager certains employeurs et qui ont donné donc des poulets pas de bonne qualité. Et voilà pourquoi je dis plutôt que de donner ça donne une sorte de paternalisme. Moi, je suis contre cela. Moi, je souhaiterais, en toute responsabilité, qu'il soit remis à chaque responsable de famille, père ou mère, ça dépend de celui qui travaille, qu'on lui remette de l'argent, quitte à lui de s'acheter en son temps. Ils ont besoin de temps d'image pour montrer. On n'a pas besoin de cela. Quand la main gauche donne, on n'a pas besoin que la main droite le sache. Donc le plus important, c'est que vous puissiez considérer les travailleurs congolais, leur restituer la dignité. On en a marre de voir ce spectacle désolant à la fin de chaque année. Je crois qu'on dit que nous sommes en train de réfléchir. Nous allons réfléchir sur la Constitution. Pourquoi est-ce que nous ne demeurons pas la possibilité de réfléchir sur une manière digne de pouvoir aider les Congolais à festoyer à la fin de l'année? Remettre de l'argent, ça me semble plus digne, ça se fait discrètement. Chacun va procéder à ses achats en son temps, à sa manière et selon les besoins de sa famille. Peut-être que quelqu'un n'a pas besoin de poulet, il a besoin de ça, faut donner-lui l'argent. Oui, c'est beaucoup mieux. On n'a pas dit que c'est pour festoyer, on a besoin que des poulets ou je ne sais pas du riz. Voilà. Quelqu'un peut se contenter selon son régime. Très bien, Alain Moukouna. L'année 2024 s'est achevée. Maintenant, c'est l'année 2025. Quel est l'élément, vous, personnellement, qui vous a plus marqué en 2024? En 2024, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont marqué. Entre autres. D'abord, il y a eu l'investiture du président de la République. Ça montrait qu'on est passé d'un mandat à un autre. Les élections ont été organisées. Donc, c'est parmi les faits majeurs. Il y a eu mise en place du gouvernement. C'est un élément majeur. Et puis, il y a toutes les institutions
de ce mandat qui ont été mis en place tout au long de l'année passée. Je crois que c'est quand même des éléments très importants. Outre les infrastructures qui sont en train de se construire ça et là à divers endroits. Donc je crois que c'est parmi les éléments qui ont le plus marqué. Et puis il y a eu le discours du président de la République à la fin de l'année. Je crois que c'est des éléments qui ont marqué l'année et peut-être un peu ce que les gens appelaient l'échec des négociations du processus de Luanda le 15 décembre, qui n'a pas pu aboutir à un accord de paix. C'est des éléments qu'il faut marquer. Et puis il y a la guerre de l'Est qui continue à faire son bonhomme de chemin. C'est des éléments marquants. Il y a le recrutement dans l'armée, la dotation de suffisamment de moyens à l'armée. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui ont été faites. Et voilà. Pourquoi on n'a pas entendu le chef de l'État prononcer, par exemple, le discours à la fin des festivités de fin de l'année? Il y a toujours un discours qu'il prononce. Pourquoi il a pas fait? En fait, c'est pas constitutionnel. Ce qui est constitutionnel, au moins, c'est le discours sur l'état de la nation. Il a fait, je crois, quelques temps avant. C'était des habitudes, si on peut le dire ainsi. Mais ce n'est pas une obligation pour le président de la République de faire un discours formel le 31 décembre, mais avant les festivités de Noël, il a fait accompagné de la première dame, il a fait la souhaiter les vœux les meilleurs à tous les Congolais pour Noël et puis pour la bonne année. Il avait déjà fait. Peut-être que les gens attendaient un discours d'habitude. Les habitudes, il faut parfois les changer. Donc, c'est très important. D'accord, Alain Moukouna, nous avons suivi le président de l'ECD, Martin Fayoulou, dans son discours, dire que le régime Tshisekedi a requitté ses frères, les envoyer dans les provinces du Katanga et les autres provinces pour empêcher les membres de l'opposition de faire leur marche. Êtes-vous d'avis avec lui? Quel commentaire? Ça fait rire. Ça fait parfois rire. Je me dis, je crois que nous sommes tous conscients qu'il n'y a aucune tribu majoritaire en RDC pour qu'on dise que le président de la République a peut-être 80% des gens de sa tribu. En RDC, il peut se permettre de les envoyer partout pour qu'ils puissent étouffer les manifestations de l'opposition. Je crois que les gens qui se déplacent, je crois que la Constitution le reconnaît très clairement en disant que tout Congolais ou tout celui qui habite, qui est en RDC, pas seulement les Congolais, même les étrangers, ils ont le droit de s'installer partout où ils veulent. Et cela sans aucune contrainte de quitter, de se déplacer en toute liberté. Donc ça signifie qu'un Kassaïen se déplace pour Lubumbashi, Kinshasa, c'est à son gré, c'est sa liberté. Que quelqu'un quitte le Bandundu pour aller au Katanga ou que quelqu'un quitte Kisangani pour aller s'installer à Matadi, je crois qu'il appartient à chaque Congolais de le faire en toute liberté. Mais ce qu'on a stigmatisé, c'est le fait qu'il se soit mis à mettre en exergue une tribu particulière. Et ça, c'est vraiment déplorable. Moi, j'ai toujours dit qu'on veut prendre coller une étiquette de tribalisme au président de la République. Je dis qu'il y a plusieurs raisons de ne pas le croire. Parce que le président de la République, tout le monde le sait, il est marié à Maman Denis, qui n'est pas du Kassai. Certains des amis du président de la République ne sont pas de sa province. Quand on regarde les animateurs des grandes institutions, ils ne sont pas de sa province. Il devrait s'attaquer plutôt au bilan du président Tshisekedi. Non, le bilan, oui, mais c'est ça. Je crois que parler quand même de ces choses-là, c'est quand même malsain. Et je me dis, est-ce un aveu d'échec? D'autant plus que dernièrement, il a tenté de réunir les gens dans un tout petit terrain à Lemba, qui n'a pas pu rassembler. Je crois que l'opposition ne vous fait pas peur. Bon, pourquoi nous ferait-il peur? Parce qu'ils arrivent déjà ici à Kinshasa, ils sont difficiles à mobiliser, ils ont tenté à Lemba, ça n'a pas été possible, ils ont tenté à Massy, il y a quelque chose qui sur des petits terrains, ils n'ont pas pu, on leur a laissé la latitude de se rassembler, parce que quand vous les empêchez, ils vont donner l'impression qu'ils sont nombreux, mais on les a laissés librement se rassembler. Et je crois que les résultats, dans la Bible, quelque part, il est dit que les résultats font cesser toute contestation. Je crois que le résultat probant a été vu par toute la population. Ça circulait dans les réseaux sociaux. Alors, on cherche des faux fouillants, des faux prétextes en disant que le président a amené des gens. Je crois que les Kassaïens, que ce soit Lubumbashi, ça date de l'époque coloniale. Il y a eu des mouvements migratoires. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le président a demandé à organiser des migrations.
C'est quand même insensé de le dire. Et peut-être moi, j'aimerais donner l'épisode de Genève. Parce qu'on était en train de chercher le candidat commun de l'opposition en 2018. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président de la République était le seul candidat de l'espace Grand Kassai. Mais on se souviendra qu'il y en a eu trois ou quatre qui étaient du même espace, et on connaît le petit jeu qui s'est passé ce jour-là pour que le président actuel, alors à l'époque comme candidat, qu'est-ce qui s'est passé pour que lui ne soit pas retenu candidat commun alors qu'il avait une très grande base derrière lui. Donc si tribaliste il y a, moi je crois qu'il faut regarder plutôt du côté de Martin Fayoulou qui s'était arrangé avec certains. Ça, c'est un épisode qui est passé, mais je l'ai donné juste à titre historique, à titre de rappel historique. Tout à fait. Un peuple qui ne se souvient pas de son histoire est appelé à commettre les mêmes erreurs. D'accord, Alain Moukouna. Donc, la rencontre entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi, une autre rencontre qui est projetée prochainement entre Joseph Kabila, Moïse Katumbi et Martin Fayoulou. Ne voyez-vous pas que l'opposition est en train de s'organiser, et à côté aussi la société civile, l'église catholique. Donc la question de la révision ou le changement de la constitution ne passera pas. Non, ça c'est... Mais quand vous citez les gens, vous dites tel se sont rassemblés, l'église catholique, je ne pense pas que c'est toute l'église catholique, c'est une minime partie de l'église catholique. Ils disent que rien ne marche. Attendez, on va y arriver. Si rien ne marche, on va y arriver. Mais je voudrais d'abord répondre à votre préoccupation de ce semblant de rassemblement de l'opposition. Mais dites que ça ne fera pas long feu. Ils sont en train de s'organiser. Je vous dis que ça ne fera pas long feu. On a vu, à date, la Constitution de la République permet à l'opposition d'avoir un porte-parole. Pourquoi jusqu'à ce jour, alors que dans notre régime, on leur a laissé la latitude de s'organiser, pourquoi ils n'arrivent pas à désigner le porte-parole de l'opposition? Le parti Ensemble a tenté d'initier quelques contacts, ça n'a pas pu aboutir. De la même manière, pour moi, je prédis déjà un échec à cette énième tentative de rassemblement de l'opposition. Et je crois que l'Église est plurielle. Il y a des évêques qui sont pro-pouvoir, d'autres qui sont pro-opposition. Ceux qui sont pro-opposition, ils sont connus. Ils ne sont pas au milieu du village, ils sont connus. Quand le président fait sa tournée à Kananga, on a suivi l'évêque. La manière dont il a parlé, il a dit, il a remercié le chef de l'État pour ce qui a déjà été fait, et il a introduit d'autres requêtes pour dire voilà ce qui n'est pas encore fait, voilà ce que la population attend en sus de ce que vous avez déjà réalisé. Il a reconnu, il a été honnête, il a été franc, parce qu'un homme, un intellectuel, c'est celui qui sait reconnaître les bienfaits de l'autre. Ça, c'est très important. Si vous n'arrivez même pas à reconnaître le bienfait, ici, je vais peut-être m'appuyer encore sur une chanson de frère Patrice qui disait quand quelqu'un vous donne quelque chose, même si c'est 100 francs, même si c'est 10 $, apprenez à dire merci. C'est ce que cet évêque a prêché. Je crois peut-être à d'autres qui sont plus gradés que lui, il devait apprendre à dire d'abord merci et à demander autre chose. Donc voilà ce que je peux dire en ce qui concerne l'opposition. Nous n'avons pas du tout peur parce que nous sommes en train de travailler pour eux aussi. Parce que l'actuel président de la République, il est le président de tous les Congolais. Président de Katumbi, de Fayoulou, de Kabila et de tous les autres. Il est leur président. Ils disent qu'ils vont paralyser le pays, comme ça ils sont en train de s'organiser. Pour quelle raison? N'avez-vous pas peur? Et qui les laissera paralyser le pays? Qui les laissera? Je crois que le pays est doté d'institutions pour bloquer toutes les tentatives de nuisance. Si c'est dans un esprit de nuisance, ils vont retrouver les forces de l'ordre qui sont là justement. Et puis quand on parle de pouvoir, c'est justement pour contraindre les malfaiteurs à ne pas nuire au bon fonctionnement de l'État. Donc si leur intention est de nuire à l'État, ils vont rencontrer l'État sur leur chemin. Quand ils disent que rien ne va au pays, ont-ils tort? Bon, dire que rien ne va au pays, si rien n'allait au pays, nous ne serions même pas sur ce plateau, monsieur le journaliste. Si nous sommes sur ce plateau, qui est éclairé avec toute la liberté que nous avons de nous déplacer dans la ville, ça signifie qu'il y a des choses qui marchent. Il y a peut-être d'autres choses qui ne marchent pas. Je vais aussi, avec votre autorisation, dire quelques articles de la Constitution, parce qu'on aime ça. Oui. L'article 58 dit ceci. Également éducatif. Oui, éducatif. Oui. Tous les Congolais, indistinctement, ont le droit de jouir des richesses nationales.
l'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Ça, c'est déjà la Constitution qui le dit. Tous, nous avons besoin, nous avons droit d'ailleurs de jouir des richesses nationales. Souvenez-vous, les autres, quand ils étaient au pouvoir, est-ce que nous avons joui des richesses de ce pays? Les gens se sont permis, avec les fonds publics, de construire des universités, de construire des grandes fermes qui sont devenues un peu touristiques au détriment de la population. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour redistribuer un peu plus justement, équitablement, les ressources nationales. C'est pourquoi le président de la République, lors de son premier mandat, a initié, a décrété la gratuité de l'enseignement pour dire que c'est vrai, il y a d'autres parents qui n'ont pas suffisamment de moyens. Je voudrais donner un exemple. Si j'ai un ami qui est à Lumbashi, le promoteur d'écoles privées, à l'époque, il m'a dit qu'il y avait des parents qui étaient incapables de payer 6 000 francs congolais. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, monsieur le journaliste, 6 000 francs congolais, un parent incapable. Mais quand l'État congolais vient prendre en charge la multitude de millions d'enfants qui sont envoyés à l'école, mais les fonds viennent d'où? Les fonds viennent des richesses nationales. Le président décrète la gratuité de la maternité. On a commencé d'abord par une zone pilote de province. On en est arrivé à date à 13 et bientôt on ira à 26. Mais les fonds viennent d'où? Ça ne vient pas de la poche du président de la République, ça ne vient pas du sac de la première ministre, c'est le fonds du trésor public, nos efforts communs que nous sommes en train de redistribuer de sorte que ceux qui n'en ont pas assez puissent être pris en charge par le gouvernement de la République. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Le peuple veut manger. Vous lui proposez autre chose. Ben, si j'étais Jésus-Christ, je vous aurais simplement dit que le peuple, l'homme ne vit pas que de pain, il vit de toutes paroles qui viennent de l'évangile. C'est pour dire que l'homme ne vit pas seulement du pain, c'est pas que ça. Au-delà du pain, il y a autre chose qu'on peut offrir, l'éducation. Imaginez qu'on donne à tout le monde la nourriture et que les gens ne sont pas éduqués. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire. Et je ne pense pas que les Congolais, vous notamment, je ne pense pas que vous vivez dans la misère. Je ne pense pas que Moïse Katumbi vit dans la misère et affamé. Je ne pense pas que Joseph Kabila est affamé. Et je ne pense pas du tout que Martin Fayoulou, qui habite la Gombe, est aussi affamé. Il y a, c'est vrai, des gens qui sont affamés, des gens pour qui nous devons nous battre. C'est notamment les parents de ces élèves qu'on envoie à l'école. C'est notamment ces parents, ces mamans qui auraient pu être abandonnés par l'État et peut-être ne pas accoucher ou même mourir parce qu'il y a eu beaucoup de cas de décès de femmes à l'accouchement et même des enfants. Tenant compte de cela, le président de la République a dit avec les efforts de tous, nous pouvons les prendre en charge. Donc ça, c'est très très important. Vous n'allez pas dire que pour cette femme qui est enceinte, qui attend de donner la vie, pour elle, ce qui est plus important, c'est seulement le manger. Donner la vie, c'est important. S'instruire, c'est aussi important. Construire des routes qui vont permettre à ceux qui sont en train de travailler de prendre leur production des centres de production vers les centres de consommation. C'est important. Ce sont là les projets. Donc, il ne faut pas limiter l'homme congolais à la nourriture, sinon nous ne serons pas très différents des animaux. Nous avons besoin de manger pour entretenir notre vie, mais nous sommes au-delà de ça. Nous avons des projets en tant que nation. Nous devons monter en puissance, nous affirmer dans le concert des nations. Donc, il ne faudrait pas qu'on limite les Congolais simplement à la nourriture. Nous ne sommes pas de l'État animal. Très bien, alors Mokona. Abordons notre sujet relatif à la corruption. La corruption aujourd'hui est devenue un sport national. Aujourd'hui, tout le monde y pratique. Aujourd'hui, oui. Et hier, ce n'était pas le cas. Mais donc pourquoi? Non, je dis hier, est-ce que ce n'était pas le cas? Les questions sont en moins les réponses. Ben oui, je m'interroge, c'est une manière aussi de répondre. La corruption est devenue un sport national. Vous devez vous rappeler que le chef de l'État était dans sa visite d'itinérance dans le Kasaï central. Et on a parlé du projet de la route Kalambangouji et ses enjeux. L'argent est détourné, rien n'a été fait dans cette partie du pays. Le gouverneur donc, de cette province a dit que c'est une province abandonnée. Mais après, il a été confondu. Si je dis qu'il a été confondu, ce n'est pas pour me moquer de lui parce que nous sommes de la même famille politique. Il a dit tout est prioritaire et que rien n'est fait. Mais je crois que avec les deux, il a causé aussi des noms.
après ça, il a eu à faire... C'est pas aussi des détournements parce qu'il y a beaucoup de projets. Je suis en train de répondre parce qu'il y a des projets qui sont en train de s'exécuter, d'autres un peu plus lentement que d'autres. Mais après ce briefing, il a eu à faire la tournée avec le DG de BCECO. Ils ont eu à visiter des œuvres qui ont été, ou tout au moins des ouvrages qui ont été construits à Kananga. Il a visité ça et moi je me souviens avoir suivi les informations sur lesquelles il y a d'autres ouvrages qui ont atteint 80% d'exécution. Quand on dit qu'à Kananga rien n'a été fait, le grand Athénée historique de Kananga, avec je crois 325 si je ne me trompe pas, ou 325 salles. Et c'est là, en son sein, qu'il y a même l'immeuble qui a été élaboré. Vous sentez la première constitution. Bien brosser la situation du Kasaï central plus que le gouvernement lui-même. Non, mais moi je ne dis pas que lui-même, mais je rappelle des faits qui sont avérés. Parce qu'en journalisme, vous dites que les faits, c'est ça, le journalisme, c'est les faits. Les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. Oui, les commentaires sont libres. Moi, je veux parler d'abord du grand Athénée de Kananga. Est-ce qu'il a été réhabilité, oui ou non? Ça, c'est un fait. Les photos circulent, les vidéos circulent et lui-même a eu à visiter. Il semble même que sa résidence est en cours de réhabilitation ou a été réhabilitée. Donc, il y a des projets qui sont faits. Mais je sais que pour la ville de Kananga, pour y avoir été en 2011, je sais que c'est une ville qui est menacée par les érosions. Mais ces érosions n'ont pas commencé aujourd'hui parce que vous parlant de la corruption, vous avez dit que la corruption a commencé. La corruption date de très longtemps. Je me souviens qu'une fois, le président de la République, le maréchal Mobutu, avait envoyé 3 hauts cadres du Zaïre à l'époque, qui sont allés là-bas, et je me souviendrai toujours du professeur Pika Kassanda qui disait, est-ce que le mot corruption est en Chiluba, en Lingala ou en Swahili? Et pour dire que la corruption est à travers moi, c'est pas pour dire que nous allons encourager la corruption. La corruption date depuis toujours. La corruption, c'est à travers le monde, mais ce que nous sommes en train de faire, c'est de travailler pour combattre la corruption. Je ne pense pas que pendant notre régime, on a eu à applaudir un corrupteur. C'est pendant notre régime qu'on a ressuscité des services comme l'IGF, avec mandat spécial de contrôler les finances publiques. Et Dieu seul sait combien d'argent n'ont pas pu prendre la route de coulage. Et on le voit, tout le monde a appris. C'est vrai que tout n'est pas encore parfait. Il y a beaucoup d'agences de lutte contre la corruption. Mais je suis en train de venir. Allez-y. Il y a eu le professeur Louzo Lubangi à l'époque qui parlait de 12 milliards de dollars américains. C'est relativisé. C'est pour dire que ça n'a pas daté d'aujourd'hui. Mais maintenant, là, au moins, les malfaiteurs sont traduits devant la justice. Et c'est déjà un grand pas. Mais on n'applaudit pas ça. Les corrupteurs, les corrompus sont très nombreux dans notre pays et je crois que c'est là qu'il faut restaurer l'autorité de l'État. Non, ça signifie développement, nous pouvons parler de développement. Il faut vraiment brimer tous les corrupteurs et les corrompus. Il faut vraiment les brimer, il faut vraiment un État très fort. Juste là, les mesures sont inefficaces. Non, les mesures ne sont pas inefficaces. Je crois qu'avec l'IGF, beaucoup sont traduits en justice. Est-ce que toutes les dénonciations de l'IGF sont prises en compte, ces gens sont traqués et ils remettent quelque chose dans la caisse de l'État? La caisse de l'État, je ne saurais pas tout vérifier parce que je ne travaille ni à la banque, ni à la banque centrale, ni dans les banques commerciales. Mais je me souviens... Tous les projets Chilegelou. Pendant la période de tourner l'argent dans les projets Chilegelou. Il y en a combien qui ont détourné? Parce que moi, je me dis, vous les journalistes, vous devez faire l'effort de commencer à enquêter parce qu'il y a le journalisme d'investigation et de vérification. Parfois, il y a des faits, on accuse des gens inutilement alors qu'ils n'ont pas détourné de l'argent. C'est des cas, moi je connais des cas, des gens qui ont été accusés, par exemple, on vérifie, par exemple de 100 jours. Quand on parle de 100 jours par exemple, beaucoup de gens ont l'impression que tout l'argent qui était prévu pour les 100 jours a été complètement détourné. C'est faux. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été réalisés, exécutés dans le cadre de ça. Mais s'il y a eu des problèmes réels, ça s'est passé notamment au niveau de la construction, je crois, des maisons préfabriquées. C'était, je crois, si de mémoire, il y avait un budget, je crois, de plus de 480 millions de dollars pour le projet de 180 jours. Les sauts de moutons, certains sauts de moutons ont été exécutés ici à Kinshasa. Des ponts ont été construits à travers la République. Des routes ont été réhabilitées. Et moi, je n'oublierai jamais tout autour de la foire de Kinshasa. À l'époque, c'était invivable. C'était une route abandonnée. Aujourd'hui, au niveau de l'échangeur délimité, on peut encore circuler parce que dans le cadre de 100 jours, il y a eu des travaux qui ont été
exécutés. Certains travaux ont commencé avec les 100 jours, mais ce n'étaient pas des travaux destinés à se terminer en 100 jours. On a des programmes de 100 jours, mais il n'a jamais été question de terminer tous ces projets en 100 jours. C'est à partir de 100 jours que certaines centrales thermiques ont été alimentées, des groupes ont été réhabilités. L'usine de traitement d'eau d'ozone, c'était un projet qui est né avec les 100 jours. Cette usine est déjà terminée. La première phase réceptionnée avec 110 000 mètres cubes d'eau qui sont fournis à la population congolaise. Il y a des gens qui, pendant des années, moi je me souviens avoir suivi sur une chaîne de la place, quelqu'un qui disait, ça fait 9 ans que j'habite cette parcelle, l'eau n'a jamais coulé de mon robinet. Mais à l'occasion de 100 jours, il a pu être alimenté en eau potable. Maintenant, on est à la deuxième phase, donc c'est des projets qui continuent. Donc, quand on dit que rien n'est fait, bah, je crois que nous devons être de bonne foi, dire que ça a été effectivement fait comme je viens de le dire, mais il y a d'autres populations, même ici à Kinshasa, qui ne sont pas encore desservies en eau potable. J'ai vu tous les efforts que le DG ou le conseil d'administration de la régie de Dieu est en train de faire, de mettre de fournir de l'eau partout. Je les ai vus dans différents, ils sont allés vers la population. C'est des efforts qui sont faits. L'eau, par exemple, et l'électricité, dans la ville de Kananga, c'est une denrée rare. C'est une denrée rare. Je crois qu'on est en train de réhabiliter une centrale solaire pour que la population soit desservie très rapidement. C'est des problèmes vrais. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de problème à Kananga ou dans le Kasaï central. Il y a des problèmes. Certains ont été résolus. Certains ont été résolus. D'autres sont en cours de réalisation. Je sais qu'il y a un programme de Tilégelou au niveau de Kananga et j'ai appris que la société Safrimex est en cours d'exécution de ces travaux. De la même manière qu'il y en a eu en Boujima, je crois que les images circulent. Et monsieur le journaliste, je vous inviterai un jour à aller visiter Boujima. Il semble que Boujima est en train de devenir la ville, la deuxième ville la plus propre ici en RDC. J'ai vu des images, je suis en train de vouloir faire des efforts pour descendre sur place, voir de mes propres yeux. Donc il y a comme ça beaucoup de projets. Je prendrai toute une journée entière, si pas des semaines, à raconter des projets qui sont en train de se mettre en place. D'autres sont en train de se terminer, d'autres sont en train de naître, d'autres sont en cours d'exécution. Que faire pour clore ce premier volet du débat? Que faire pour qu'on n'y ait plus de corruption, qu'on parle de développement dans ces pays? Pour qu'il n'y ait pas de corruption, ça signifie que la corruption, c'est une infraction comme le vol, c'est une infraction comme le viol, c'est une infraction, donc c'est parmi une multitude d'infractions qui sont dans notre code pénal. Qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un qui a commis une infraction? Il faut sévir. Donc quand nous parlons, c'est vrai que la corruption, par la corruption, passe beaucoup d'argent qui aurait pu aider la nation à construire des routes, des écoles, des hôpitaux, faire davantage pour faire bénéficier à nos populations, conformément à l'article 58, des richesses de notre pays. Mais ça signifie qu'en ce qui concerne la corruption, on doit sévir sans pitié, sans pardon. Quand quelqu'un a volé l'argent, quand il a corrompu, il a détourné les fonds. C'est la justice qui doit traquer. La justice doit traquer. Il n'y a que la justice qui peut décourager ce genre de pratiques. À partir du moment que cette justice, on la déclare malade au pays. Mais on ne la déclare pas malade, elle est réellement malade. Pour tous ceux qui ont eu parfois l'occasion d'avoir des dossiers en justice, on sait que la corruption gangrène tout le système congolais. Vous verrez, au marché, on corrompt. Pour entrer quelque part, je ne sais pas, au camp militaire, on corrompt. Pour faire telle ou telle autre activité, même pour retirer un document officiel alors que vous avez payé, on corrompt à tous les niveaux. Ça signifie qu'il y a deux niveaux de responsabilité. Il y a l'État qui doit servir par ses services. Mais si ces services eux-mêmes sont aussi corrompus, donc à un certain moment, il faut commencer par couper certaines têtes. Et c'est très important. Là, dit couper certaines têtes, cela ne veut pas dire les trancher à la manière de Kouloune. Ça signifie que ces gens-là, comme ils ne méritent pas la confiance de la nation, on les met de côté. Et ça, c'est très important. C'est ça, restaurer l'autorité de l'État. L'autorité de l'État a été bafouée depuis longtemps. Il est temps qu'on puisse sévir sévèrement. Moi, j'ai toujours été patient. Les recommandations. Ah oui, moi, je suis d'accord qu'on puisse sévir, que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit le frère du président de la République, que ce soit son ami. La loi n'a pas d'amis. La loi n'a que des gens qui la respectent. D'où reste l'ex.
oui, la loi est dure, mais c'est la loi, il faut la respecter. Donc, il faut restaurer l'autorité. Sous d'autres choses, pourquoi un Congolais, quand il arrive, il conduit sous d'autres choses, pourquoi il respecte le code de la route? Pourquoi il ne le fait pas ici? Ici, quand je parle, il n'y a pas que le ministre qui vient, il n'y a pas que les généraux, c'est nous tous, c'est la population. Il faut que nous puissions changer d'habitude, changer de comportement. Et ça peut partir des familles, ça peut partir de chaque individu qui se décide de changer. Mais si les personnes ne changent pas, l'État est là justement avec le pouvoir coercitif qu'il a, de pouvoir contraindre les gens à respecter l'État. Donc, il est temps qu'on restaure l'autorité de l'État. Il ne faudrait pas qu'on continue à s'amuser comme on est en train de le faire. Et là, nous sommes en train de nous bloquer nous-mêmes. Donc, la corruption, il faut la sévir sévèrement, sans pitié, parce que c'est vraiment, on dit, l'un des grands mots qu'il faut sévir. Donc, pas de pitié pour ce dossier-là, je crois que c'est important. Il y a des nations, par exemple, comme le Botswana, comme on a sévi sévèrement, donc au Botswana, les gens ont appris et même le niveau de vie est monté sensiblement. Il y a des cas de Singapour, je crois que peut-être qu'on verra un élément de Singapour. Pour voir que Singapour, c'était une nation faible. Mais quand il y a eu un chef de l'État qui s'est relevé, la discipline qu'il a appliquée, la main de fer qu'il a appliquée, aujourd'hui le Singapour a le PIB, je crois, qui dépasse même les États-Unis. Ah bon? Ah oui, un pays de Singapour qui passe peut-être inaperçu aux yeux de beaucoup de gens. Les gens ont connaissance des États-Unis, mais il y a des pays qui passent inaperçus sans beaucoup de bruit. Le niveau de vie a changé considérablement en l'espace de 60 ans. Très bien, alors nous abordons notre sujet, c'est la grâce présidentielle accordée aux prisonniers qui sont éligibles à cette grâce présidentielle. Parce que les gens se quittent, on ne sait plus, on cite des noms. Or, nous avons suivi, vous et moi, sur les antennes de la rétention, on n'a pas cité les noms. Mais c'est ça qui se fait. Parce que les gens s'attendaient à ce que le président n'a pas pour mission de dresser la liste de tous les prisonniers. Et heureusement que vous n'avez pas dit prisonniers politiques. Je crois que c'est une grâce qui est accordée, de mesures de grâce collective accordée à certains prisonniers qui répondent aux critères qui sont définis dans l'ordonnance. Donc c'est ça qui est essentiel à retenir. Le président a le prérogative d'accorder aussi des grâces, des mesures de grâce à certains prisonniers. Il a fait. Il a commis certaines peines, par exemple de mort en peine à perpétuité. D'autres, ça passe de 20 ans à 15 ans. Donc, c'est des mesures, il y a des critères qui sont fixés. Maintenant, quitte à chacun, tout celui qui va répondre à ces critères va être libéré. Et le ministre de la Justice, le ministre d'État de la Justice, a été chargé justement de la mise en œuvre de cette mesure de grâce présidentielle. Donc, il y aura des gens qui vont certainement répondre, d'autres qui ne répondront pas. Et là, le président ne l'a pas fait en tenant compte de certains faits. C'est une grâce présidentielle comme vous. Quelqu'un peut vous avoir fait du mal et décider de lui pardonner, de ne pas l'envoyer en justice. Ça peut vous arriver aussi. Parce qu'il y a certains noms qui circulent déjà, qui sont éligibles à cette grâce présidentielle. Jean-Marc Kaboul. Le président n'a pas parlé de nom. Voilà. Le ministre va mettre en place des commissions et il a dit qu'il n'y aura pas de monnayage. C'est ça aussi la corruption, c'est monnayage. Quelqu'un qui n'a pas droit, on met son nom sur la liste. Mais ceux qui vont répondre aux critères, on va passer de prison en prison, on va dresser des listes et puis ils pourront sortir de la prison. Que ce soit des politiques ou de n'importe quelle prison, tout ça, ils pourront être libérés. Voilà. Alors, nous tendons lentement et sûrement à la fin de cette émission. S'il y a un remaniement du gouvernement au début du mois de janvier, quel compartiment, par exemple, quel ministère, selon vous, qui ont bien travaillé, qui peuvent être reconduits? Bon, reconduit, il ne m'appartient pas à moi de voir qui va être reconduit ou pas. Ouais. Moi, si il m'était donné de poser une question, je poserais simplement la question à la première ministre qui nous avait dit que son gouvernement, ce sera un gouvernement de compétences. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'elle peut nous dire que tous les ministres qui sont là sont compétents? Bon, parce que quand on a, avant de choisir le ministre, je crois que c'est là où aussi, parfois il y a le népotisme, beaucoup de choses qui se passent dans le choix, on envoie des noms.
J'envoie le nom, par exemple, du journaliste parce qu'il est mon frère, parce que c'est mon neveu, parce que c'est mon oncle, ainsi de suite. Alors que dans le parti politique, il y a des gens plus compétents, plus capables d'y arriver. Oui, pourquoi? Mais c'est le clientélisme, le favoritisme des gens qui ne méritent pas. C'est pour dire que mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui, il y a des ministres... On avait par exemple demandé une liste de 5 personnes. Est-ce que là, on voit que les têtes des partis politiques, les présidents des partis politiques, qui prennent leurs épouses, leurs enfants, leurs neveux, leurs oncles. Voilà. C'est tout ça, c'est autant de choses qui faillent changer notamment. C'est des comportements indignes. Je crois que nous devons de plus en plus mieux réaliser nos partis politiques, mettre des personnes qui méritent. Vous savez, sous d'autres cieux, par exemple, prenez le Parti socialiste en France, ils ont des gouvernements au sein de leur parti politique. Ça signifie que si nous passons aujourd'hui, qui est-ce qui peut passer au niveau de la santé? Qui sera ministre des infrastructures? Qui sera ministre des transports? Déjà, au niveau des partis politiques, ils ont des gens valables. Mais dans nos partis politiques, c'est pas encore organisé. C'est comme ça qu'il faut réorganiser les partis politiques, de sorte que s'il y a remaniement du gouvernement, on met des gens capables, des gens patriotes, des gens qui ont une haute moralité, des hautes valeurs. Pas de moralité douteuse, ça c'est vraiment très très important. Donc on doit tabler sur la compétence, sur la moralité, mais pour ça, moi je ne connais peut-être pas tout le monde, mais il y a les services qui sont là. Il y a les services de la mer, les services de DGM, des MIAP et autres. Ils connaissent plus ou moins le canevas de chacun. Donc à ces services de se mettre en marche pour nous dégager des Congolais sérieux, des Congolais capables de changer la situation. La toute dernière question, pourquoi à l'Union sacrée, on ne parle pas le même langage pour soutenir les chefs de l'État? Mais si on parle le même langage, est-ce que vous avez appris de l'État? Il y a certains membres de l'Union sacrée qui ne sont pas favorables au changement ou à la révision de la Constitution. De la Constitution, c'est de ça que vous vouliez parler? Oui, de ça que je voulais parler. Je dis d'abord, en ce qui concerne l'Union sacrée, moi je n'ai pas suivi quelqu'un qui a dit qu'il est contre le président de la République. Tout le monde s'aligne devant le président de la République n'a pas encore mis en place la commission. Donc, c'est, je crois, en ce mois de janvier, Dieu aidant, qu'il pourra mettre en place cette commission. Et comme nous l'avons dit, nous souhaitons que ce soit des gens compétents, que ce soit les gens qui viendront de tous les horizons. Parce qu'on parle de la Constitution va gérer notre nation, va gérer notre cité. Tout le monde est intéressé. Les journalistes, les sociologues, les psychologues, les constitutionnalistes, les ingénieurs, les médecins. Tout le monde est partie prenante, qu'on choisisse les meilleurs d'entre nous qui réfléchissent, qui puissent nous pondre une constitution de développement et non une constitution de belligérance. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade. Donc il est important que nous puissions laisser les meilleurs finalement jouer. Je crois que j'aime bien le football. Pour tenter de terminer par là, ça signifie que... En tant que Madeleine, toujours. Et vous avez vu ce qui s'est passé hier. Donc les remontadas, nous souhaitons au Congo de faire des remontadas aussi à la manière... Une victoire dans la douleur. Dans la douleur, ça signifie que même le Congo, nous avons en face de nous la misère de la population, nous avons ces différents défis auxquels nous devons faire face, même dans la douleur, parce que le front de l'Est, c'est dans la douleur, les populations congolaises sont en train de mourir, c'est dans la douleur que nous devons mettre fin à toutes ces mauvaises pratiques. Dans la douleur, nous devons mettre fin à la corruption. Dans la douleur, nous devons mettre fin aux attaques des rebelles. C'est dans la douleur. Et comme toujours, le Real de Madrid fait des remontadas, la RDC fera aussi ses remontadas face à la misère de la population. Très bien, Alain Moukouna, merci quand même d'avoir répondu à notre invitation à cette grande émission, grande analyse. Nous vous remercions. C'est le tout premier, je rappelle que c'est le tout premier numéro l'an 2025. Je rappelle que vous êtes le cadre de l'IDPS. C'est que moi je voulais peut-être compléter avant de terminer. Vous avez parlé du remaniement du gouvernement. Il n'y a pas que le gouvernement. Il y a le gouvernement d'une part, il y a les entreprises publiques, les établissements publics de l'autre part. Donc il faut qu'on mette des mandataires capables qui vont changer le cours de l'histoire en si peu de temps. Même au sein de la présidence, il y a tout ça. Donc il y a des remaniements en vue au sein du gouvernement dans plusieurs corps de la République. Ça c'est très important de dire. Et comme moi j'ai toujours coutume de dire, je vais m'appuyer sur une citation d'André Gide. Il dit, il y a une espèce de honte d'être heureux à la vue de certaines misères. Donc
ceux qui ont un peu plus de moyens, il est temps qu'ils puissent commencer à avoir honte de voir des Congolais en train de mendier. Ceux qui ont un peu plus de moyens pour aider la République à se relever, à arrêter la corruption, qui puissent aider la République, qu'on construise des routes, des voiries, pour que les gens circulent librement ici à Kinshasa. Je suis en train de parler du dossier embouteillage. J'espère qu'on y reviendra prochainement. Avec force détail et particulièrement par rapport à ça. D'accord, ça n'est complètement fini pour ce numéro de grande analyse. Vous qui nous prenez en cours, je vous rappelle que nous recevions sur ce plateau Alain Mukuna, qui est le cadre de l'IDPS. Donc avec lui, nous sommes passés en revue donc, les points chauds, les points saillants de l'actualité. Alain Mukuna, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je serai toujours disponible pour répondre à vos prochaines et nombreuses invitations afin d'éclairer notre population. Voilà. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonsoir chez vous. À demain.